L'échiquier international, soyez les bienvenus. Qu'est-ce que la pensée décoloniale? On en fait allusion à tous les échelons, mais cela renvoie à quoi concrètement? L'histoire coloniale a dans certains cas distillé des schémas mentaux qui renfermeraient nos imaginaires dans un processus de dévalorisation pour nos autres peuples du Sud. À l'aune d'un Occident finissant, on observe malgré tout une volonté d'imposer un récit de domination culturelle. L'Afrique devra demeurer sous le joug de la nostalgie impérialiste et capitaliste décidée par un ailleurs, renverser le processus, à savoir penser l'histoire plutôt que la subir. Justement, comment se sortir des nouveaux rapports coloniaux, comment penser le post-colonialisme, la colonisabilité ou la colonialité du pouvoir a-t-elle été vraiment enterrée par la décolonisation? À tout de suite pour en parler. On pourrait résumer la chose tout simplement, à savoir comment penser le post-colonialisme, large programme, et surtout convoquer les expériences vécues par celles et ceux qui ont su résister à l'imposition occidentalo-coloniale, hier, aujourd'hui et demain. Mais justement, comment s'articule cette résistance aujourd'hui? Pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir Françoise Vergès. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, militante anticolonialiste, féministe, entre autres, autrice de plusieurs livres, L'économie de la mort, un féminisme colonial ou discussion avec Aimé Césaire, on va en parler. Encore une fois, bienvenue Françoise Vergès. Alors vous êtes, vous en quelque sorte, tombée dans la marmite du combat décolonial et anti-impérialiste. Très jeune, si je puis dire, votre père, Paul Vergès, fondateur du Parti communiste réunionnais en 1959, et surtout, vous êtes la nièce d'un certain Jacques Vergès, qu'on ne présente pas. Vous avez été, encore une fois, vaccinée précocement contre la domination colonialiste. Tout à fait, tout à fait. J'ai, comme vous le dites, baigné là-dedans. Et en fait, très tôt, une conscience fortement d'un Occident qui entrave tout accès à la liberté, à la souveraineté des peuples du Sud, particulièrement, on peut dire la France. Hein. On voit la France a fait la guerre constamment aux peuples qu'elle avait colonisés et qui voulaient leur liberté et leur souveraineté. Elle a fait la guerre en Indochine, en Algérie bien sûr, en Cameroun, à Madagascar. Elle l'a fait et aujourd'hui elle le fait contre les Kanaks. Donc oui, j'ai absolument pour moi mon père, comme vous l'avez dit, fondateur du Parti communiste réunionnais, mon oncle Jacques, que j'aimais énormément. J'ai aussi connu Jamila Bouhired, qui a été l'épouse de Jacques. Ma mère aussi a été une militante. Et le peuple à La Réunion, puis quand j'ai vécu en Algérie, enfin ces rencontres ont été absolument pour moi formatives dans mes années d'enfance et d'adolescence. Elles m'ont forgé, elles m'ont donné le sens de la justice et la haine, le rejet profond du colonialisme et de l'impérialisme. J'ai grandi aussi avec, je veux dire, à La Réunion, on parlait, j'entendais pendant les déjeuners et les dîners ce qui se passait en Algérie. Mon père a été d'ailleurs inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État pour avoir publié des articles sur la torture en Algérie et sur le 17 octobre 1961. Donc on voit les liens ont toujours été très forts, familiaux évidemment, mais aussi historiques, c'est-à-dire la compréhension tout de suite que la liberté du peuple algérien était importante pour tous les peuples du monde. À l'âge de 16 ans, vos parents vous laissent quitter votre Réunion natale pour aller passer votre année de terminale et votre baccalauréat en Algérie, à Alger en octobre 1970, au lycée Cheikh Bouamama, ex-lycée Descartes. Vous logez justement chez votre oncle Jacques Vergès, et qui dit à cette période Jacques Vergès pense indubitablement à Jamila Bouhired. Votre cheminement politique et de militante continue au sein de cette Alger romantico-révolutionnaire, mec des révolutions. Quel souvenir gardez-vous de cette Alger de 1970? D'abord, pour moi, c'était d'être sur le continent africain et puis d'être dans un pays qui s'était libéré du colonialisme français. Pour moi, c'était cette expérience, puisque je venais de La Réunion, qui est toujours, en fait, sous domination française. Alors, pour moi, ça a été ces rencontres, de rencontrer Jamila, dont qui a été pour moi une icône quand j'étais enfant et préadolescente,
de vivre au Jacques, et puis de voir Alger, de rencontrer cette Algérie, c'est-à-dire de vivre dans un pays aussi musulman. Je veux dire, il y a des musulmans à La Réunion, mais là, c'était vraiment, ça me changeait. Ça a été extrêmement important pour moi. J'ai beaucoup fréquenté la Cinémathèque d'Alger, qui était vraiment une école vraiment sur le cinéma de ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque. Et en fait, moi, j'ai été extrêmement... ça m'a beaucoup... Ça a été ma seconde éducation, je peux dire. Si j'avais reçu ma première éducation politique à La Réunion, c'était ma seconde éducation. L'Algérie a été vraiment pour moi un pays qui a énormément compté dans ma vie. Et quand j'ai passé le baccalauréat, je suis allée en France pour faire des études supérieures et j'ai pas supporté, enfin, j'ai pas du tout aimé la France. Et je suis revenue en Algérie, en tout cas pour un an. J'étudiais au département de sciences politiques de l'Université d'Alger. Et je me suis mise à apprendre l'arabe. J'ai beaucoup aussi rencontré des artistes. Je fréquentais plutôt le milieu des cinéastes et des artistes. Ça a été très, 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 très formateur pour moi. L'Algérie a été très... Et pour moi, un de mes pays, quelque chose qui est entré dans mon imaginaire. Et puis, bon, il y avait Jacques que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup Jacques. J'avais envie avec vous de rendre hommage justement à Jacques Vergès et il y a toujours cette question qui me taraude l'esprit quand je rencontre des proches de Jacques Vergès. Un film a été réalisé il y a quelques années, signé par Beth Schroeder. On lui rend hommage d'une certaine manière, mais je sais que ses proches ont beaucoup critiqué ce film. Vous, personnellement, comment avez-vous perçu cette œuvre de Barbet Schroeder qui rendait hommage à votre oncle? C'était un faux hommage, je dirais. Je pense que la première partie qui est sur l'Algérie, Barbet Schroeder ne peut pas mentir, c'est pas possible. D'abord, il y a des Algériennes, des Algériens qui témoignent et ça aurait été vraiment difficile pour lui. Mais toute la seconde partie, on voit qu'il présente Jacques pour en fait, d'une certaine manière, effacer la première partie. C'est-à-dire la première partie, il aurait été l'avocat de bonnes personnes et puis après, il serait devenu l'avocat de dictateurs, d'horribles personnes, de nazis. Évidemment, on oublie qu'elle a été toujours l'avocat des Fedayines, l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah, l'avocat d'Omar Haddad. Il a continué à être un combattant. Donc c'est un film, pour moi, extrêmement malhonnête, profondément malhonnête. Et même le titre, l'avocat de la terreur, a marqué, je veux dire, Jacques a été associé à cela. Jacques n'a jamais été l'avocat de la terreur. Jacques a été l'avocat. Ce qu'il voulait, c'était mettre en cause un système légal, un droit qui était décidé par les vainqueurs, qui était décidé par l'Occident et que l'Occident voulait imposer au monde. Et évidemment, dans la notion de crime contre l'humanité qu'avait posé l'Occident, il n'était pas question de parler des crimes coloniaux et des crimes impérialistes qui se poursuivent aujourd'hui. Retour sur la révolution algérienne avec l'affaire Djamila Boupacha, qui est un moment clé de la guerre d'Algérie, marqué par la défense courageuse de l'avocat Gisèle Halimi. Alors, Djamila Boupacha, arrêtée en 1960, elle subit la torture, le viol en détention. Et en prenant sa défense, Gisèle Halimi transforme ce cas judiciaire en un combat retentissant contre les méthodes de l'armée coloniale française, épaulée d'ailleurs par Simone de Beauvoir, Madame Simone de Beauvoir. Vous avez écrit, vous, une préface sur cet article qui est devenu un livre, donc pour Djamila Boupacha. Au sujet de la torture, vous dites, la torture n'est pas une arme de guerre seulement, mais un pouvoir de dégenrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, parce que j'étais frappée, si vous voulez, évidemment, donc on connaît l'affaire de Djamila Boupacha, mais il est signalé à un moment dans le livre le viol des hommes, notamment en Indochine par l'armée, par les parachutistes français. Et puis j'avais lu des témoignages de prisonniers algériens aussi, donc qui subissaient le viol de la bouteille. Et on a un parachutiste qui vous dit on enfonçait la bouteille, les intestins étaient éclatés, ils mouraient. Et donc j'ai voulu montrer, puisqu'on connaît aussi le viol systématique des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes aujourd'hui, viol de femmes. Mais ce que je voulais signaler, c'est qu'il y a aussi dans le monde colonial, dans les guerres coloniales et les guerres impérialistes, des viols d'hommes. Et donc le féminisme occidental tend à ne pas vouloir considérer cette arme coloniale raciste, impérialiste, particulièrement, on le sait,
à cause de l'islamophobie qui règne dans les pays occidentaux et qui vise les hommes. Et donc ma proposition était qu'il fallait élargir cette notion du viol et ne pas en rester à une notion strictement de domination masculine. Les guerres coloniales, les guerres impérialistes, on sait ce qui s'est passé à Abu Ghraib en Irak et qui se passe dans d'autres qu'on ne connaît pas toujours, il y a des viols d'hommes. Donc ce que je voulais dire, c'était que le racisme, le colonialisme, quand il dégénère, c'est-à-dire que finalement les corps des colonisés, les corps arabes, les corps noirs, les corps musulmans, les corps autochtones, ne sont plus simplement féminins et masculins, avec cette division que l'Occident opère fortement, mais ils deviennent simplement des corps qu'il faut torturer, massacrer et tuer. Donc il y a, je veux dire, la notion féministe occidentale qui oppose constamment les deux, je veux dire, hommes et femmes, disparaît, que le colonialisme, l'impérialisme, le racisme fait disparaître. Je veux dire, je vois que vous montrez Malcolm X aussi, et on voit aussi aux États-Unis les accusations et les lynchages des hommes noirs qui ont eu lieu. Donc voilà, c'était cela que je voulais dire. À la fin des années 50, en Algérie colonisée, la question de la torture commence à susciter débat avec notamment plusieurs figures qui dénoncent cet état de fait. On peut parler d'Henri Alleg avec la question. De Gaulle demande à l'époque d'asseoir une commission pour que cessent ces sévices. Il donne, je crois, André Malraux, hein, la direction de mettre en place ce type de commission. Mais finalement, à l'époque, les élites françaises découvrent la torture de l'impérialisme français, mais cette torture se pratiquait déjà en Indochine. La France avait déjà pratiqué, avait un savoir-faire dans ce domaine dès le début des années 50 avec les Indochinois qui sont devenus vietnamiens ensuite. Oui, oui, tout à fait. Et même en 1947, dans l'écrasement de l'insurrection malgache, il y a des moments où les insurgés malgaches sont jetés vivants du haut des avions. Donc, une chose qu'on reverra sous la dictature fasciste, militaire fasciste en Argentine. Donc, parce que, comme on le sait d'ailleurs, l'armée française a formé les armées des dictatures militaires. À cause de ce qu'elle avait fait en Algérie, elle est devenue un modèle. L'armée française est devenue un modèle pour les armées impérialistes et répressives dans le monde. Et effectivement, elle commence, dès 1945, évidemment, Sétif également, les massacres à Sétif également. Ensuite, dans ce que les Français appellent l'Indochine, Madagascar. En fait, c'est toute une histoire, comme je le disais, la France, l'État français, elle a constamment violé, je veux dire, sa devise de liberté, égalité, fraternité. Elle n'a jamais accepté que les peuples qu'elle avait colonisés deviennent libres. Elle leur a fait la guerre. Que ce soit en Indochine, la guerre qui se termine avec sa défaite à Dien Bien Phu, la révolution algérienne avec la défaite qui se termine avec la défaite de l'État français. En Madagascar, il y a quand même l'indépendance, le Cameroun, mais entre-temps, la France a massacré, a bombardé au napalm, évidemment en Algérie par exemple, et donc elle retarde l'indépendance, et ensuite, je veux dire, bon, il y a les camps de regroupement en Algérie, enfin, je veux dire, elle ne veut tellement pas l'indépendance qu'elle fait la guerre. Et cette torture, on le sait, elle a eu lieu aussi dans les commissariats en France. Elle n'a pas eu lieu qu'en Algérie, sans parler évidemment du 17 octobre 61, où la police jette vivants des Algériens et des Algériennes dans la Seine. En tant que chercheuse, vous avez vous croisez souvent le terrain de la colonisation et de l'esclavage. Et vous le dites sans embâche, hein, que la France s'est construite sur son image coloniale. Si on vous suit, le fait est de ne pas reconnaître aujourd'hui de la part de Paris, et franchement, des crimes coloniaux, est une politique mûrement réfléchie et consentie. Tout à fait. La société française n'arrive toujours pas vraiment complètement à se confronter à son passé colonial. Elle reste, je veux dire,
on voit, je veux dire, la, la force de l'extrême droite aujourd'hui, du Rassemblement national, quand même fondée par des anciens Waffen-SS et par évidemment Jean-Marie Le Pen qui a torturé en Algérie. Donc le lien, si vous voulez, entre l'extrême droite et la colonisation, qu'Aimé Césaire avait souligné dans le discours sur le colonialisme. Césaire disait que le fascisme, il naît dans les colonies. Il naît dans les colonies. Et que ce qui a fait crime aux yeux des Occidentaux, c'est quand c'est l'homme blanc qui a fait quelque chose à l'homme blanc, qui a commis ce crime envers l'homme blanc. Il le dit très clairement dans le discours sur le colonialisme. Et donc l'oubli qu'auparavant, comme il le dit, tant que c'était, comme il le dit, le coulis de l'Inde ou le noir des États-Unis ou le musulman, ça n'avait pas d'importance. Ça n'avait pas d'importance. C'est, vous savez, le fameux deux poids, deux mesures qui est très profondément au cœur de l'idéologie libérale occidentale. Il y a les vies qui comptent, il y a les vies qui ne comptent pas. Et on le voit à Gaza aujourd'hui. Je veux dire, c'est absolument, je veux dire, comment ne pas le voir, comment ne pas le voir. Mais on voit que finalement, il y a toujours, si vous voulez, une espèce de fausse symétrie qui est faite. On connaît la phrase de l'Arbi Ben Midi, quand on lui dit mais pourquoi vous faites des ponts, mais il dit mais donnez-nous vos avions et nous vous donnerons nos couffins. C'est-à-dire il y a une extrême asymétrie et l'Occident fait toujours semblant qu'il y ait une symétrie. Et ça s'est fait, si vous voulez, aussi, on le voit le début de la guerre à la terreur, après 2011, qui fait que comme si il y avait une équivalence entre des États qui possèdent des avions, des tanks, des bombes, des milliards pour faire la guerre, et des forces de résistance armées. Pourquoi dans l'histoire, la gauche, je prends encore exemple de l'Algérie, le PCF, le Parti communiste, ne prend pas d'emblée corps avec le combat des révolutionnaires algériens, un parti communiste français, on le rappelle, qui vote les pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire la torture systématique, les camps d'internement et de regroupement, les tribunaux militaires express, disparitions, meurtres de masse. La gauche française, on va être poli, n'a pas été au rendez-vous des mouvements indépendantistes algériens ou africains. Comment vous l'expliquez? Parce que la gauche française, elle reste je veux dire, n'oublions pas que c'est sous la Troisième République que se construit vraiment le grand empire post-esclavagiste. C'est vraiment sous la Troisième République, c'est-à-dire c'est une république qui colonise sur le continent africain, sur le continent asiatique et ailleurs. Je veux dire, après l'empire donc esclavagiste, le premier empire. Donc elle est profondément en fait liée à la colonisation. Et puis il y a en fait elle adopte le discours de la mission civilisatrice. Elle pense profondément qu'elle sait comment il faut lutter et pourquoi il faut lutter et comment il faut lutter. Je rappelle par exemple comme Fanon les interpelle en disant mais c'est aux Algériens de choisir comment le peuple va se libérer. Ce n'est pas à vous de lui dicter. Et c'est ce que dit aussi Aimé Césaire dans sa lettre de démission en 1956 du Parti communiste français, quand il dit vous voulez bien la fraternité, mais tant que vous êtes le grand frère, tant que vous nous dictez. Et on le voit encore aujourd'hui, par exemple, tout un camp de féministes occidentales pense que c'est à elles de dire aux femmes du Sud global comment il faut se libérer, qu'est-ce qu'il faut faire, et en fait aussi qui s'attaquent énormément, comme on le sait, aux femmes voilées en France. L'islamophobie est très, 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 très profonde en France, dans la société française. Justement. Donc il y a un refus de voir comment la colonisation pénètre et contamine, si on peut dire, la société française. Elle n'est pas protégée des lois racistes et de dépossession qu'elle met en place ailleurs. Il y a une relation entre la métropole, pour l'appeler ainsi, et la colonie. Il y a un va-et-vient dynamique. On a entendu, vous me tendez la perche, puisqu'on a entendu beaucoup de féministes françaises occidentales nous parler des femmes iraniennes qui subissaient des souffrances, des femmes afghanes, des femmes qataries ou saoudiennes déjà un peu moins. Alors, pour ce qui est des femmes palestiniennes, c'est chou blanc, pour le dire familièrement. Vous qui êtes féministe, et j'ose ma question, y a-t-il un courant féministe
complices de l'impérialisme ou du racisme ou en l'occurrence de l'entité sioniste, puisque avec le génocide à Gaza qui se passe actuellement, la question mérite d'être posée. Tout à fait, tout à fait. Il y a un féminisme totalement complice de l'impérialisme et du colonialisme. Je veux dire, je rappelle souvent, si vous voulez, que le féminisme qui émerge au XVIIIe siècle, par exemple en France, en Europe, je veux dire, les femmes à l'époque, elles ne peuvent pas, par exemple, être chirurgiennes ou médecins, enfin, ou avocates, mais elles peuvent posséder des êtres humains. Elles ont possédé des esclaves. Elles ont été à la tête de plantations sur le continent africain. Elles ont compris, c'était du capital qu'elles avaient. Elles n'étaient pas innocentes, ce n'étaient pas du tout des pauvres femmes blanches innocentes. Donc elles n'ont pas voulu voir en quoi elles ont été complices. Même il y avait une grande figure féministe française, Hubertine Leclerc, qui vient faire un voyage en Algérie au début de la colonisation et qui trouve qu'il faut sauver les femmes musulmanes. Déjà cette idée de sauver les femmes musulmanes qui seraient enfermées, avec une idée, évidemment, des idées préconçues sur l'islam qui serait par nature oppressif envers les femmes. Donc oui, il y a un courant tout à fait complice de l'entité sioniste aujourd'hui, tout à fait complice de l'impérialisme, tout à fait, par exemple, dans l'histoire de l'agression israélo-états-unienne contre l'Iran, de nous accuser de ne pas soutenir les femmes, alors que la question n'est absolument pas là. La question, c'est la question d'une agression contre un pays, et que aujourd'hui, quand même, le plus grand danger pour la planète, pour tous les peuples du monde, c'est l'impérialisme états-unien et son porte-avions, si je puis dire, l'État d'Israël sioniste. Donc oui, il y a une incompréhension. Enfin, je ne pense pas que ce soit une incompréhension, je pense que c'est un choix politique, l'idée profonde que finalement elle serait supérieure à nous, à toutes les femmes du Sud global. Elles connaissent mieux et elles ne comprennent pas que leur mode de vie, si elles ont une vie, comment dire, plus bourgeoise, avec la vie en France plus facile, plus aisée. Elle a reposé, si la France est riche, c'est parce qu'elle a exploité. Je veux dire, c'est pas parce que les Français seraient plus géniaux que d'autres peuples. C'est parce qu'elle a toujours exploité et qu'elle exploite encore. Elle exploite ses migrants, elle exploite les travailleurs immigrés, elle continue à exploiter le continent africain et l'Occident continue à avoir la meilleure part de la richesse produite par les peuples. Alors, quelques conseils pour justement décoloniser la pensée. Qu'est-ce que vous préconiserez dans ces temps où il y a une montée de l'extrême droite en Europe? Il y a des figures aussi qui reviennent à une forme de radicalité à l'endroit des minorités, à l'endroit des droits en général. Quels conseils vous proposez-vous? Moi, je pense que si vous voulez, là où on est, je veux dire, qu'on soit en Algérie ou, je ne sais pas, à Madagascar, en Afrique du Sud ou au Pérou, de s'intéresser à ce qui, déjà, c'est ce qui s'est fait chez soi, c'est-à-dire de ne pas constamment se tourner vers l'Occident pour trouver des réponses. Parce qu'il y a aussi, je veux dire, les maisons d'édition occidentales sont beaucoup plus puissantes, donc elles publient des livres beaucoup plus facilement que les maisons d'édition sur les autres continents. Et on oublie très souvent, même pour l'Algérie, on va citer plus souvent Frantz Fanon, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration, c'est pas ça la question, mais on ne va pas du tout connaître les théoriciens algériens, les autres voix algériennes, les autres personnes importantes. Donc se désoccidentaliser des gens, donc chercher autour de soi, écouter les personnes les plus opprimées toujours, parce que c'est d'elles qui disent quelque chose qui ne va pas dans la société, et s'intéresser aussi aux luttes dans le monde. On n'est jamais tout seul, on ne lutte jamais seul. On le sait, vous le savez, la révolution algérienne a bénéficié aussi d'alliés, et donc se créer, c'est être ouvert aux solidarités internationales aujourd'hui et vraiment avec le peuple palestinien. Et c'est une exigence. C'est une exigence. Merci Françoise Vergès d'avoir été des nôtres, politologue, militante anticolonialiste, entre autres. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir partagé avec nous vos analyses et vos récits. Je vous dis à bientôt. Merci.
L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Alban 4 News et on se dit à demain.